Coucou Laure. Ah Magali. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais juste vérifier que le son il passe. Alors mes écouteurs. Je vais les remettre. Coucou tout le monde. Ah excellent. Alors coucou Yura. Je regarde juste pour me mettre. Hop. Alors, hop, Catherine et Serge sont là. Coucou Magali. Alors, je vous ai envoyé une invitation, Catherine et Serge. Je vais attendre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment se préparent vos rentrées? Dites-moi un petit peu. Ça se connecte. Ah, super. C'est parti, Nous voilà. voilà. Trop bien. Je me recule comme ça. Oui. Mais ça va, on vous voit bien. Oui, c'est bien. Je me disais, est-ce on va réussir? C'est parfait, c'est parfait. Comment vous allez? Bah, ça va bien, ça va bien. Ouais, très, très angoissé d'être avec toi. C'est une première pour nous, hein, le direct Instagram. Ah oui, je sais, c'est en fait là, c'est un petit Ouais. anniversaire. Voilà, les personnes âgées sont plutôt habituées avec Facebook. Ah non, hein, et encore avec un compte Facebook de folie, enfin, c'est incroyable. Franchement, ah bah il y a Tortillari, oui. je pense que c'est vrai. Mais qui J'ai vu qu'il y c'est? avait Nathalie. Si, je crois que c'est. Ah, elle a demandé pour se connecter, tu sais, tout à l'heure. Et je lui ai dit qu'elle pouvait justement Ah, passer. Stéphanie. Stéphanie, d'accord, Ouais, c'est oui. ça. Ah là là, le nom. Bonjour Stéphanie. Et il y a Magali, Oui, j'ai d'accord. vu. Et D'accord, oui, bon. Oui, c'est bon. il y a Marie qui est là Maria, aussi. Maria, elle est là. Marie Yoga, oui. Ok, C'est- bon, Maria, bonsoir tout le monde. On va attendre un petit peu. Voilà. Les gens se connectent. Ok, que tout le monde se connecte. Alors, souvent quand je fais des lives, je propose aux personnes une citation. Et donc, j'ai une petite citation à vous proposer. Je vais vous la lire. Et comme ça va permettre aux personnes de se connecter tout doucement. Alors, que je la retrouve parce que du coup. Action is movement with intelligence. What the world needs is more conscious movement. L'action est un mouvement avec intelligence. Ce dont le monde a besoin, c'est d'un mouvement plus conscient. Oui, est-ce que ce serait pas. On dirait que c'est du Iyengar. Ça ressemble. Ça pourrait être du J'ai Iyengar, déjà hein, mais. entendu ça quelque Ah, part. c'est du Iyengar, bien joué. Je me suis dit, est-ce qu'ils allaient trouver qui C'est c'était? vraiment du Iyengar, oui. Ah Ouais, oui, c'est ça m'étonne Iyengar. pas en fait. Action is a movement with intelligence. What the world needs is more conscious movement. L'action est un mouvement avec intelligence. Ce dont le monde a besoin, c'est un mouvement plus conscient. Donc oui, c'est BKS, Iyengar, et c'est dans son livre Live on Live. Donc, C'est un des auteurs, c'est un des yogis les plus importants pour nous, en fait. ouais. Donc, Bon, on aime beaucoup, enfin, on a lu ses livres et on aime beaucoup son travail. c'est pour ça que je me suis dit, je vais leur son faire approche. un peu à la surprise. La surprise de trouver une belle citation de BKS. Comme ça, je vais voir s'ils allaient pister que c'était lui. Mais vous avez trouvé. Bon, nous avons gagné. Vous avez gagné. Nous avons gagné quoi? Bah, écoutez, déjà, je suis ravie que vous soyez là, ravie de ce moment qu'on va partager en novembre, cette retraite en fait justement qui sera au cœur de ce que vous proposez, de votre pratique et en lien avec la mienne. Je suis contente parce que ça se complétera très bien Tout à fait. et que en fait vous êtes dans mon cœur comme des parents du yoga. Vous savez, on a des parents de substitution un peu partout. Oui.
Et je suis trop contente d'être à cette retraite avec vous parce que c'est un petit peu, c'est comme si j'emmenais avec moi mes parents pour dire voilà, on va faire un petit voyage et on embarque les gens qui sont Bon, tu es encore en train de motivés. nous rajeunir, là. Oui, je vous rajeunis avec amour. Je vous rajeunis avec amour. Donc, voilà, donc on a déjà 6 inscrits, donc c'est bien, ça, c'est Ah, cool, c'est trop bien. Voilà. Alors, je vais vous laisser vous présenter. On va parler aujourd'hui de la posture, en fait. Comment est-ce qu'elle peut être un aboutissement? Comment est-ce qu'elle peut nous emmener plus loin que ce qu'on peut croire? Comment est-ce qu'on la prépare? Comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce qu'on se pose dans cette posture pour ressentir et aller vraiment chercher un petit peu plus loin, comme ce que disait justement cette citation de Beckett Siengar, le mouvement conscient. Donc voilà, je vous laisse vous présenter et puis après, voilà, je mettrai des petites questions comme ça à l'intérieur de oui, tout ça. Et je vous laisse aussi parler de la magie de ce qu'est donner en couple, accompagner en couple des personnes, transmettre en couple, en fait. Parce que je trouve que c'est très puissant, ça aussi. Voilà, je vous oui, laisse. oui, oui. Alors, moi, je m'appelle. En fait, j'ai longtemps travaillé dans la distribution. J'étais aux achats avec des responsabilités, à créer les collections, tout ça. Et un jour, j'ai débuté le yoga sur une impulsion en achetant le DVD du yoga pour les nuls. Le 8 mai, le 8 mai 2010. Et, 1910. et Alors, je l'ai regardé un quart d'heure et je me suis écroulée. J'ai dormi 2 heures. Et depuis, je fais du yoga tous les jours. Alors, et c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Possible pour commencer. Voilà. Serge a commencé le yoga bien plus tôt. Oui, moi j'ai commencé en 1975. je t'ai pas né, hein. Je t'ai pas né. Eh ben oui, on sait. J'ai commencé à pratiquer le yoga avec une professeure qui avait fait les beaux-arts et qui disait maintenant je ne sculpte plus la pierre, je sculpte les corps. Et qui travaillait tous les ans avec Iyengar directement. Elle allait en Angleterre, à Londres, parce qu'Iyengar venait à cette époque-là à Londres. Et donc, c'était l'époque où il n'y avait pas encore le Grand Institut à Pune et où il y avait, quand elle est allée à Pune, il y avait 6 ou 7 personnes à travailler avec Iyengar, dont Noël Pérez particulièrement. Voilà. Donc, j'ai commencé dans ce qu'on appelait la tradition ou l'enseignement Iyengar, qui est maintenant devenu une méthode et dans laquelle je ne me reconnais pas. Voilà. C'est assez. Je vais juste préciser aux personnes, j'ai enlevé les commentaires pour que vous puissiez justement voir Serge et Catherine. Sinon, il y a les commentaires qui apparaissent. Donc, si vous avez des questions, tout ça, il y a. Merci pour les cœurs, c'est trop touchant. Il y a les petits cœurs qui s'envolent, c'est touchant. On voit Donc, pas. vous les voyez pas sur le côté? Il faut que vous refassiez les cœurs parce que Catherine les a pas vus. En fait, ça va t'arriver juste en bas à droite. Tu auras des petits cœurs en bas à droite quand les gens ils sont contents. Oui. Après, le point commun qu'on a tous, en fait, c'est d'être venu au yoga par rapport aux douleurs. Est-ce que tu les vois, les cœurs, du coup, là? Oui, je les vois. Voilà, tu vois, c'est ça, les cœurs. Ah, bah, t'en as plein, là. Oh là là, merci. Voilà, donc on est venu au yoga aussi, on a continué le yoga par rapport aux douleurs. Et Serge, il a eu un grave accident de voiture quand il avait 20 ans. Et le bassin a été fracturé. Oui, double fracture du bassin entre des ailes iliopubiennes et ischiopubiennes, c'est-à-dire tout ce qui va emboîter l'articulation de la hanche à gauche. Doublé du même côté d'un accident de montagne, une chute surannée, donc beaucoup de blessures à gauche. Donc Serge, il sait aussi ce que c'est que d'avoir mal. Et beaucoup de gens pensent que Serge n'a jamais mal. Et on dit, ah ouais, tu as de la chance, tu fais du yoga depuis 45 ans, tout va bien. Mais non, Serge, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'avoir mal. Ouais. Si Serge arrête le yoga, il a mal. Il a mal. S'il ne faisait pas autant de yoga, il aurait une prothèse de hanche ou même peut-être un fauteuil roulant. Probablement, oui. Je vous laisse les personnes. Je suis obligé de pratiquer la nuit parce que j'ai mal. Voilà.
Ah ouais, on va en parler de ça, c'est génial ça du coup. Je précise juste que j'ai enlevé les commentaires, donc si vous avez des questions, il y a la petite boîte à questions, vous les mettez là, et ensuite comme ça je pourrai les partager pour qu'ils répondent. Ça permet que vous puissiez voir la tête de Serge et Catherine, sinon on ne peut pas. Voilà, Voilà. juste ça. Donc les questions sont les bienvenues dans la boîte à questions. Donc Serge, tu disais que tu savais ce que c'était d'avoir mal et que tu devais te réveiller la nuit pour pratiquer et que justement on était tous, enfin, arrivés au yoga Oui, c'est la grâce douleur à qui me cause réveille la nuit. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la douleur qui me réveille la nuit. Mais ça, c'est un D'accord. aspect de Serge qu'on ne connaît pas, en fait, parce que Serge, il n'en parle pas. Il en parle occasionnellement juste pour parler un peu de son accident, pour montrer que justement le yoga permet d'éviter des opérations qui permettent de gérer la douleur. Mais c'est quelqu'un qui a mal dans sa hanche et le yoga lui permet justement de vivre ça au mieux et d'éviter les opérations en fait. Alors, donc ouais, il a des douleurs chroniques quoi. Bah oui, oui. Oui, voilà. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas besoin d'antalgique. Oui, c'est ça qui est une grande génial. chance. C'est une grande chance. Mais après, là, on est sur de l'ostéo-articulaire. C'est différent des maladies chroniques dont tu suis, en fait. Hein, donc, voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on revient justement dans cette notion de comment est-ce qu'on peut utiliser le yoga, la posture de yoga, parce que je trouve ça intéressant quand Serge dit je me réveille la nuit parce que j'ai mal. Enfin, qu'on ait des maladies chroniques ou un trouble ostéo-articulaire, on retrouve souvent ça chez les patients. Et même cette douleur du membre fantôme ou du nerf qui est plus la neuropathie, des douleurs neuropathiques. Et je trouve que souvent les gens, quand ils disent j'ai ça dans les consultes, oh, je me réveille la nuit, j'ai mal, je sais plus quoi faire. Et c'est très intéressant d'entendre ça, de se dire, en fait, il y a aussi derrière la posture un aboutissement d'antalgique, en fait. Même la nuit, quand on pense qu'on est démuni, que tout le monde dort, que personne ne va nous écouter, nous aider, bah, il y a le yoga qui est présent, quoi. Il y a un yoga qui peut se faire dans son lit et qui fait que jamais je ne souffre d'insomnie parce que je suis toujours occupé par une posture de yoga. Même si je ne dors pas toute la nuit. Mais ça, on le voit aussi parce que nous, on reçoit beaucoup de gens en individuel qui sont en souffrance. Hein. On leur donne des clés pour pouvoir justement savoir quoi faire, arrêter de subir. Même si c'est sur des petites périodes, mais au moins ça donne des petits temps où on peut souffler, où on sait quoi faire, et plus se sentir une marionnette dans une tempête en fait. Hein. Ça, c'est quand même un sacré problème. Mais nous, c'est vrai que nous, on est plus sur les douleurs ostéo-articulaires quand même, en fait, de posturage, voilà. Oui. Mais la plupart de nos douleurs aussi peuvent être provoquées par des mauvais positionnements du corps au quotidien. Hein, des tendinites et tout ça. Ça n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quelquefois des mois et même des années de mauvaises pratiques pour mauvaise posture, mauvaise pratique, mauvaise posture, mauvais gestes au quotidien pour tout d'un coup un geste de trop, un portage d'objets un peu lourd, un geste répétitif de trop va révéler, comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase, va révéler et va provoquer la tendinite et va provoquer le symptôme. Mais c'est vrai qu'il y a un historique qui est là et à un moment, et cette idée de goutte qui fait déborder le vase, c'est vraiment ça en fait. Hein. Je me rappelle d'une histoire que je raconte beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec Jacques Thiebaud également. Même si j'ai... Tu les vois, Catherine, les cœurs? J'espère que tu les vois. Oui, je vois les cœurs. Oui. Même si j'ai abandonné un certain nombre de ces pratiques, et en particulier la rétroversion du bassin, Jacques Thiebaud racontait que quand il était gamin et qu'il faisait une formation d'ajusteur, donc dans ce qui était les ancêtres des lycées professionnels, où on limait au millimètre près à la lime, les gamins, ils avaient un prof qui avait fait la guerre de 14 et qui avait une canne. Et tous les jours, ils ont limé 1 millimètre de la canne, puis ils remettaient l'embout, puis tous les jours 1 millimètre de la canne. Il a fallu 15 jours pour que le prof se casse la figure. Voilà. Ça, c'est vraiment la manière dont on construit nos symptômes et comment les douleurs apparaissent. C'est sauf traumatisme, sauf un accident, un truc, nos douleurs
on se les construit petit à petit. Le corps s'adapte, et heureusement qu'il s'adapte, sinon on ne pourrait pas vivre. Et il y a un moment, il ne peut plus s'adapter. Il y a un moment, il faut qu'on vienne travailler. C'est incroyable ce que tu dis parce que je retrouve exactement ça dans les pathologies. Je le dis comme pas avec ces mots en fait, mais je dis souvent qu'en fait quand on a eu un choc et qu'on a un cancer par exemple 2 ans après un choc, la guérison ne sera pas la même qu'une personne qui a une maladie chronique qui arrive parce que toute sa vie elle a encaissé. Et en fait à un moment hop ça apparaît, ben, en fait c'est la petite goutte qui fait déborder le vase, qui fait qu'en fait on se retrouve avec des symptômes qui étaient déjà là mais qui s'exacerbent. Mais enfin, c'est très touchant ça. C'est très, très touchant. Et du coup, la posture, vous la voyez comment dans votre enseignement? Bon, je connais un peu comment ce que vous faites, mais on va expliquer. qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Comment est-ce que vous l'utilisez? Comment est-ce que vous travaillez avec quand vous accompagnez les personnes? Alors, déjà, il y a une notion de base, en fait, c'est que les corps des personnes aujourd'hui sont différents des corps des Indiens qui pratiquaient le yoga dans les temps anciens. Et même les corps des personnes aujourd'hui sont différents des corps des personnes avant-guerre. Non mais, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et puisque tu es d'origine africaine, les corps des personnes avant-guerre et dans le monde paysan étaient beaucoup plus proches, avec une antéversion du bassin et le poids sur les talons, donc avec une belle cambrure basse, beaucoup plus proche de ce que l'on voit encore en Afrique, avec cette antéversion du bassin, cette cambrure basse. Et la plupart de nos contemporains ont maintenant une cambrure haute, projection des côtes, bassin en avant, projection des côtes, parce que s'ils n'avaient pas la projection des côtes, puis on a appris à se tenir, à se redresser, à faire face, à surtout tiens-toi droit, hein, etc., sans qu'on nous dise comment faire pour pouvoir tenir dans ces positions-là. Et en plus, on a cette notion, pour nous qui pratiquons le yoga ou la méditation, que si vraiment on peut s'asseoir par terre sans coussin, c'est qu'on est vraiment des bons. Or, c'est impossible pour nous autres occidentaux de s'asseoir en siddhasana, en posture assise, en méditation, sans coussin. Si on le fait, si on s'assoit sans coussin ou on est penché en avant, on a perdu notre aplomb, c'est-à-dire on a perdu le fil de Brahma, on n'est plus sur l'axe cosmique. Hein? Ou bien alors, on est en projection du côte, c'est-à-dire en contraction permanente du dos qui empêche la respiration. Voilà. Alors, on pense toujours que la valeur du mètre dépend de la hauteur de son coussin. C'est une erreur magistrale qu'on rencontre beaucoup dans le monde du yoga. Donc, en fait, on va commencer par essayer de remettre les corps à peu près en état avant de commencer vraiment à faire les grandes postures de yoga. Pour nous, les asanas, les postures de yoga, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui se prépare, qui a des messages, il y a des révélations d'énergie dedans, mais on ne les prend pas, on ne va pas les voler. On va préparer le corps pour restaurer le corps, le remettre sur son aplomb, restaurer les courbures physiologiques, remettre de l'espace au niveau des viscères, retrouver une respiration spontanée, physiologique. Et ça prend déjà pas mal de temps. Et progressivement, on va aller vers une pratique de yoga, on va dire vers les postures de yoga. Ah, c'était beau ça. Je pense que tu peux bien répéter pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Quand tu dis la posture est sacrée, il y a un passage d'énergie. Enfin, je trouve ça très beau. Ouais. Alors en fait, je peux dire en fait, on est dans un maillage énergétique. On est entouré d'énergie. Le monde est vibration. Bon, ça, même pour tout le monde, ça commence à être OK avec ça, que le monde est une énergie vibratoire. Il y a des circuits d'énergie. Et les postures de yoga, ça va nous mettre en résonance avec certains flux d'énergie. Mais pour ça, il faut être vraiment bien placé. Il faut avoir restauré les courbures physiologiques. Et il faut que le corps soit assez fort, assez tonique pour pouvoir être une autoroute à énergie à un moment. Tu vois de quoi je parle.
Tu sais, tu me parles et je revis le stage là, tu vois, je revis le stage, je revis tout le travail qu'on avait fait les 2 jours d'avant pour arriver justement dans la posture du pont au Chakrasana et je me revois déjà en train d'être vraiment, oula, je vais pas, je m'en sors plus, de me coucher par terre, de me dire mais il faut que je m'allonge là parce que là, et je retrouve justement le Shavasana qui nous sauve de la montée émotionnelle. Et je me revois quand on repart encore sur le baleineau, quand Serge, il vient juste me toucher là. Je suis allée chercher le point d'acupuncture et tout, où je pars en live et je me dis, mais waouh, enfin, en fait, c'est là qu'on sent l'expertise, en fait. L'expertise de celui qui accompagne, qui transmet et de celui qui s'ouvre pour recevoir. Parce que tout à fait. il y a une énergie, comme tu dis, il y a un maillage énergétique qu'on ne maîtrise pas. Et je me souviens qu'il est venu poser sa main, j'étais en train de lui dire, enlève ton doigt tout de suite, je gère plus. Et c'est parti en cacahuète. Mais, enfin, effectivement, c'est assez fort. Et je trouve que c'est fort et c'est aussi très fort. Enfin, il faut une certaine expérience pour accompagner les personnes lorsqu'elles. Moi, vous auriez pas été là. Je veux dire, ça, je m'ai accompagnée. Je suis partie. Enfin, c'était pas n'importe quoi, mais une décharge émotionnelle de taré. Oui, tu es venu derrière. ça t'a dépassé en fait. Décharge énergétique et décharge émotionnelle, ça n'est pas partir en cacahuète. C'est le corps. Le corps qui. On n'est pas dans le mental. On n'est pas en train d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Le corps exprime à ce moment-là quelque chose et ta culture te permet de laisser sortir ça. Voilà. Mais tu sais, parce que nous, chez nous, il y aurait eu des larmes, il y aurait eu des émotions, des retenues. Toi, ta culture t'a permis de laisser exprimer ça. Et les gens sont venus me le dire. Il y a plusieurs personnes du stage, et on en a parlé après, qui nous l'ont dit, en fait. Et ils t'ont envié de pouvoir lâcher ça. Nous, c'est culturel après, mais c'est vraiment. Nous, on va. Mais c'est aussi votre force. Moi, je pense que. Je pense qu'il y a vraiment la présence, et ça dans les cours, j'essaie vraiment de le transmettre, et je pense qu'il y a votre force et tout l'amour que vous avez mis dessus, parce que finalement, j'étais très, très vulnérable, et il y a eu tellement d'amour, et je pense que la transmission posturale aussi passe par cette présence d'amour de l'autre. C'est l'accueil de l'autre, en fait. Voilà, c'est un accueil. C'est ça. Oui, exactement. Et ce qui a beaucoup surpris les autres stagiaires, c'est notre calme. Oui, qu'on ne panique pas. Ouais, mais incroyable. Incroyable. C'est comme ça. C'est pas du décider. Là aussi, c'est dans une relation que ça se passe. Oui, et même une relation forte parce que vous êtes un couple. Et je trouve que c'est ça qui a été, quand tu es partie, que Catherine est venue me parler en me posant la main, en me disant laisse partir ce qui t'appartient pas. Enfin, mais on se dit, mais waouh, en fait, là, on touche à quelque chose de très, très fort. Et l'aboutissement postural. Et moi, je me suis dit, mais tout leur travail pendant 2-3 jours, on était arrivé au milieu du stage. Et de se dire, mais waouh, enfin, c'est puissant. Et c'est là que j'ai dit, mais moi, je les embarque, ils viennent à la retraite avec moi. Et on va aller accompagner les gens. On va en faire plein pour qu'ils se rendent compte du truc, du pouvoir de ce que c'est, quoi. Enfin, et de poser dessus des mots. Enfin, et le lendemain, oui, j'ai dormi comme une tarée. Enfin, couché. Enfin, c'était donc assez impressionnant, quoi. Et donc, tout ce travail de préparation que nous, on a fait avec vous, que vous faites, comment est-ce que ça s'enclenche chez vous? Enfin, déjà, comment est-ce que vous êtes arrivé parce que je trouve ça très beau de dire que la posture se prépare. Et souvent, nous, profs de yoga, moi, je fais plus ça parce que des fois, j'arrive, je vais préparer mon cours et je m'adapte aux personnes qui sont là. Je invente un cours comme ça et je trouve ça assez fort aussi, tout le travail préparatoire que vous faites avec nous, qui est finalement adapté aux personnes qui est là. Donc, comment est-ce que vous mettez ça en place? Comment est-ce que ça vous anime? Qu'est-ce que la préparation pour arriver à la posture qui est sacrée pour vous, en fait? Mais cette préparation, déjà, maintenant, notre corps, il en a besoin. Alors, moi, j'ai connu Serge parce que j'avais mal aux genoux. Ouais. J'arrivais plus à plier les genoux à cause de mauvaises pratiques. Mais Serge, il m'a montré... Je faisais la Ashtanga quand même. Je faisais la Ashtanga. Non, Vinyasa. Je sais plus ce que je... moi, je viens plutôt du Hatha Yoga. Moi, du Hatha Yoga. Mais avec des mauvaises pratiques, en fait.
Et bien que j'aille chez des enseignants connus, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. On va pas citer de nom. En fait, j'arrivais plus à plier les genoux tellement j'avais mal. Donc, comme j'avais 50 ans, je me disais, ah bah oui, ben, le yoga, c'est fini pour moi. Maintenant, je vais méditer. Et puis, j'avais sympathisé avec Serge et j'ai commencé à faire des stages avec Serge. Et le premier jour du stage, j'avais besoin de 3 briques pour m'asseoir à genoux, en Vajrasana. Oui, Virasana, à genoux, quoi. Et après, j'ai besoin, le deuxième jour, déjà, j'avais plus qu'une brique. Et Serge m'a mis dans une routine d'exercice. Vraiment, étirement du quadriceps, des choses comme ça. Et bien finalement, le corps, il en a vraiment besoin. Et maintenant, ça s'impose à moi. Après, on a fait un mémo de base avec un ordre qu'on diffuse et qu'on enseigne, en fait, et qui est sur notre blog, d'ailleurs, qui est ouvert à tous. Cet ordre-là, c'est le mémo de base. Mais Serge, lui, ça lui vient aussi des douleurs qu'il a. Et du travail avec Dominique Martin, je pense. J'ai dû beaucoup travailler juste avec mes accidents. Bah oui, sinon tu as mal. Sinon j'avais mal. Donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu la chance aussi d'avoir une épaule gelée, capsule rétractile d'un côté. Donc la douleur est un maître. La hanche et l'épaule, comme beaucoup de personnes qui arrivent à trouver des moyens de transmettre, c'est parce qu'on a souffert, c'est parce qu'on a été obligé de travailler le plus juste possible et en conscience. Hein? Ça, c'est très important. Ensuite, vous savez bien qu'en kinésithérapie, il y a eu des modes. Il y a eu la méthode, les anciennes méthodes où il fallait muscler le dos. Après, il y a eu Mézières qui a amené autre chose. Et nos connaissances en anatomie ont évolué aussi avec l'imagerie médicale. Donc, la connaissance de l'anatomie, mais une connaissance pas l'ivresse, une connaissance dans le corps. C'est-à-dire que tous mes cours de yoga, moi, je donne les vrais, je parle pas bébé aux gens, je donne les noms des muscles qui travaillent, qui s'étirent, de ceux qui se contractent. Je donne les termes anatomiques pour que chacun comprenne ce qui se passe et quel est le mouvement qu'il va faire et comment on donne un ordre au corps et comment on empêche le corps de réaliser cet ordre. Comment on est, parce qu'on tient, parce que la plupart du temps, on veut copier une image de posture, c'est-à-dire c'est de la posture à ce moment-là. Mais oui. On veut copier une image de posture et c'est de l'imposture à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est tellement environné de jeunes femmes super laxes qui ont dansé, qui ont fait de la danse et tout ça, qui sont très très souples, très laxes. Souvent en compensation, donc là je les récupère moi après. Mais donc sortir des avec les hernies discales, sortir des modes, sortir de l'image pour comprendre. Nous sommes charpentés, nous avons une structure, une architecture corporelle. Nous sommes un tronc avec 4 membres et on a oublié où s'articulaient nos membres. On a oublié comment ça fonctionnait et on est toujours en train de faire bosser le dos à la place de nos jambes, le dos à la place de nos bras. On n'a pas de force, donc on bloque tout, etc. Donc comprendre comment ça fonctionne et essayer de travailler au plus juste de telle manière que notre dos est comme une lanière de fouet manipulée ou par les bras ou par les jambes ou par les deux. C'est pas nous qui donnons la forme du dos qu'il doit prendre, c'est les appuis, les poussées, les rencontres. Voilà. Et tu as beaucoup travaillé avec des ostéopathes aussi. J'ai beaucoup travaillé avec des ostéopathes. Notamment 2. Ma fille est ostéopathe, donc nous avons des conversations très... j'ai hâte de la rencontrer, elle, en plus. En plus, elle a fait un mémoire, justement, sur le SOPK. Enfin, ta femme, ton ex-femme, elle était aussi dedans, dans le yoga prénatal. Enfin, elle a écrit des livres. Oui. C'est pas son... Elle est décédée. Oui, ça veut. Je voulais pas dire pas ex-femme, on dit quand les gens sont divorcés, mais elle est décédée en fait. Donc, Serge est veuf. Voilà. C'est ça, oui. Depuis 5 ans. Et donc, effectivement, toute cette préparation. Allez-y, je vous ai Bernadette, la femme de Serge qui est décédée, a énormément travaillé sur la grossesse, le périnée, le corps des femmes en fait. Oui, elle a écrit un livre qui s'appelle Yoga et périnée.
C'était aux éditions Quatessence, ça a changé d'éditeur maintenant, je ne sais plus, qui a d'ailleurs été traduit en espagnol également. Voilà, ça c'était l'instant promo. Non, c'est un ouvrage intéressant. Hein. Ça, c'est vrai que moi, Oui, je l'ai lu chez vous. Je l'ai lu aussi et je m'en suis beaucoup servi dans les cours, notamment prénatal. Il y a des choses vraiment intéressantes dessus. Il travaille avec le gros ballon, le baleineau pour femmes enceintes, qui est sympa, quoi. Ben, surtout c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi dans les cours. Souvent, dans les cours de yoga, on parle de serrer le périnée, Mula Bandha, etc., contracter. C'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, le périnée, il vit comme un trampoline quand on est bien placé. Quand le corps est bien placé, tous les diaphragmes, périnée, diaphragme thoracique supérieur, tous ces diaphragmes fonctionnent en lien. Si on est mal placé, vous pouvez toujours contracter, faire des rééducations du périnée. Bernadette, elle disait, vous continuez, vous raccommodez le sac et puis vous continuez à mettre des pierres dedans, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre. L'épouse de Serge, c'est Bernadette Gatineau. Enfin, ça se prononce Gatineau, ça s'écrit Gastineau, qui n'est pas Bernadette de Gasquet. Parce que des fois, il y a des confusions, comme c'est des Bernadette. Voilà. Il y a d'autres confusions que Bernadette de Gasquet a travaillé avec Jacques Thiébaut, dont elle se réclame aussi beaucoup, et moi aussi. Sauf que nous n'avons pas fait la même chose de l'enseignement de Jacques Thiébaut, et il y a des choses maintenant que je critique. Mais beaucoup de choses. Je cite beaucoup Jacques Thiébaut. Oui, mais pareil, Jacques Thiébaut, il est né avant-guerre. Les gens nés avant-guerre ont un corps différent, ou avaient un corps différent d'aujourd'hui. Il y a... Je veux dire, ils s'asseyaient plutôt sur des bancs, on marchait beaucoup plus. Les enfants maintenant marchent beaucoup moins qu'avant. Ouais, c'est simple. Regardez comment les photos de vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, ils se tiennent très dignement. On a l'impression qu'ils sont fiers. Si vous regardez bien, ils sont plantés sur leurs talons. Et maintenant, si vous regardez dans les vitrines des magasins, les mannequins féminins en particulier, ont tous le bassin en avant et de travers. Voilà, ça c'est la mode. Donc, pour être une femme chic et bien, il faut avoir le bassin en avant, c'est-à-dire le poids sur l'avant du pied, c'est-à-dire on se fabrique des hallus valgus et des problèmes de pied. Ouais, le pourcentage d'opérations a augmenté. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais, le creux de la voûte plantaire est perdu. Voilà. Quoi. Si la voûte plantaire est effondrée, le périnée, il n'est pas là. Tout à fait. Ah non, mais on le sent ça dans la pratique, hein, quand on est, comme tu disais, quand on a préparé les postures et qu'on a pris le temps, là on voyait là pendant le stage, d'aller justement chercher une posture qu'on aime bien faire, un triangle tout simple. On sent justement comment tous les appuis ont changé et qu'il y a autre chose qui se passe et que justement quand tu expliques, et je trouve ça tellement juste. Des fois, il vaut mieux faire 2-3 postures. Dans mes cours, des fois, je fais 3 postures sur 1h15. Et ça, les gens sont rincés, mais parce que justement, il y a cette progression, comme tu disais, pour aller chercher l'alignement. Et on a tous les diaphragmes qui s'alignent et on a le mouvement, en fait, respiratoire qui s'installe à partir du périnée. Et ouais, ça, je trouve ça justement trop bien. Et donc, la préparation, donc c'est vraiment un ensemble de choses que vous faites avec les personnes, progressivement pour arriver, par exemple, je sais plus ce qu'on avait travaillé nous, enfin, vous avez plein d'exemples de préparation de posture, enfin, il y en a plein. Enfin, le premier jour, on a préparé le triangle avec les rotations externes, vraiment parce que en laissant poser dans les exercices en rotation externe de hanche, on est vraiment bluffé de comment on fait le triangle après, hein, ça n'a plus rien à voir. Oui, tout à fait. Ouais, on avait travaillé ça comme ça. Et comment est-ce que, par exemple, alors, on va essayer de prendre, parce que on sait que la posture de yoga, il y a plein de choses il y a plein de choses à côté. Parce que quand on parle déjà des 8 membres du yoga, comment est-ce que vous abordez ça justement en essayant de prendre à la fois la philosophie et à la fois tout le travail, il y a les mantras, il y a plein de choses, hein, le pranayama. Comment est-ce que vous travaillez tout ça en fait pour nous expliquer un petit peu votre rapport de la posture avec le corps en fait. Pour nous, la meilleure compréhension de la philosophie indienne, c'est avec le corps. C'est pas dans la tête. C'est pas dans la tête. Parce qu'on peut lire, par exemple,
La non-violence, ok. Non-nuisance. Donc après, il y a Ahimsa, il y en a qui traduisent par non-violence, non-nuisance. Bah, tout le monde est d'accord là-dessus. Ah ben ouais, ne pas nuire, ne pas... Tout le monde est d'accord en général. Mais est-ce que dans la pratique de yoga, est-ce qu'on est sûr de ne pas nuire à son corps? Ah, là, parce que on entend des fois les gens dire ah là là, oui, ah, j'ai fait cette posture, mais qu'est-ce que j'avais mal au dos après, j'avais une barre dans le dos. Et bien là, on n'est pas dans le Ahimsa, on est en train de se faire du mal. On reste souvent parce que quand même notre éducation et notre éducation qui passe aussi par l'éducation physique à l'école, etc. Où plus ça fait mal, mieux c'est. Oui. Ou plus on va loin, si on pose pas la main au sol, on a tout raté. Si quand on se penche en avant, on n'a pas les mains qui touchent les pieds, on a tout raté, c'est pas bon. Donc on force. Hein, etc. Ça c'est complètement stupide tant qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il doit travailler. Hein. Moi, j'ai eu une révélation une fois où je faisais travailler une femme qui, d'ailleurs, ça me décourageait parce qu'elle se couchait sur ses jambes en Paschimottam, la posture de la pince. Elle était couchée sur ses jambes, mais elle avait des jambes pleines de varices. C'est-à-dire qu'elle se couchait en utilisant sa laxité, mais il n'y avait aucun travail énergétique dans sa posture. Il n'y avait aucun travail des jambes. S'il y avait eu un travail des jambes, il n'y aurait pas eu de varices, il y aurait eu retour veineux, il y aurait eu drainage, etc. etc. Donc c'est une illusion là encore. Donc ça, on est constamment dans la maya, dans l'illusion, on est constamment à penser que pour s'intérioriser, il faut être les yeux fermés. Moi, je demande toujours à mes élèves de regarder d'abord, parce que souvent ce qu'on fait, et puis de se regarder même dans un miroir, parce qu'on a la surprise de voir que ce que l'on fait n'est pas ce que l'on pense faire. Oui, c'est Anaïs qui a écrit un article dessus. Je vais d'ailleurs le partager. C'est un magnifique article sur le miroir. Le miroir, oui. Il est sur notre site internet, on peut le télécharger. Tout à fait, oui. Donc, pareil, ne pas prendre, ne pas s'approprier, c'est ne pas s'approprier une posture trop tôt, ou si on n'est pas prêt. Donc, tout ça, on peut vraiment le vivre pleinement dans le corps et se reprogrammer, casser les conditionnements pour être plus en phase avec soi-même, en fait, tout simplement. Après, tout ce qui est pranayama, pour nous, la première chose, c'est apprendre à respirer, retrouver une respiration physiologique avant de commencer à faire des exercices. C'est exactement le même principe que les asanas. Hein. Mais on est d'accord. Hein. Si tu respires comme ça, on voit, enfin, je veux dire, j'exagère, mais, on aspire à une bouffée d'air, sinon on étouffe. Et on en parlait au stage, hein, des gens. Moi, on en parlait que moi, j'ai souvent des élèves, il leur faut 1 an pour respirer correctement avec le mouvement ventral et tout. 1 an. Et les gens, en fait, ils pensent que ça vient comme ça, quoi. Non, et souvent, quand j'envoie des personnes chez des thérapeutes, des personnes pour les masser, je leur demande qu'ils me disent, parce que du coup, forcément, je connais les masseurs, enfin les personnes, et je leur dis, voilà, et t'auras-t-elle de mes élèves, tu regarderas comment elles respirent, tout ça, ok. Et donc, on sait très bien, et ça prend du temps, ça, de se dire, mais avant de faire un bon Kapalabhati, il faut déjà avoir une respiration ventrale classique, correcte, au quotidien. Sinon, on s'explose le périnée, hein. Le périnée après. Mais il y a ce problème là aussi, les fuites urinaires sont banalisées. C'est un truc, c'est normal, c'est le moment oups, mais non, c'est pas normal. Et ça demande toute cette rééducation. Donc là, pareil, on passe par le corps pour aller vers ça. Après, les mantras, on utilise, alors on a un peu différentes approches. Serge va utiliser les mantras par rapport au son pour travailler la respiration. Moi, je vais utiliser les bija mantras pour travailler les zones marma, en fait. Les zones marma qui sont un peu... c'est des zones énergétiques, c'est des carrefours énergétiques entre le corps physique. Et là, je vais faire des concentrations avec des bija mantras là-dessus. Donc, on a 2 approches, mais à chaque fois, on pourra faire ce stage, du coup. Parce que moi, on pourra faire les bija mantras pour travailler sur les marmas au stage. Tout à fait. Voilà, donc après... Pour nous, la méditation, tout est méditation, mais on est dans l'action, on est dans un yoga de l'action, on est dans la vie, on agit, on a un devoir à accomplir, on ne cherche pas des états où on est un peu
entre deux eaux, en fait. On veut rester dans des acteurs de la vie. Non, c'est voilà. très bien. Donc, on du ne cherche coup, pas des états modifiés de conscience. On ne cherche pas à faire monter l'énergie. Ça, c'est grâce, si ça vient. Voilà, et ça va venir comme ça, quand ça vient. Et on va chercher à être tout le temps, d'offrir ce qu'on fait, en fait. Oui, c'est ce qu'on ressent dans la pratique. Vous êtes, votre pratique, vous faites qu'elle habite la personne. On est Exactement. dans cette pratique où la personne est habitée. Et c'est pour ça que oui, je trouvais ça. Je me suis dit, mais c'est trop bien parce que avec la pratique que moi je peux apporter aux gens et tout le travail méditatif, c'est hyper complémentaire. Parce que ça, la personne sera habitée de sa posture tellement pendant toutes les heures de pratique. Et puis après, il y a vraiment une conscience qui se fera dans l'accueil ou pas de la méditation proposée. Et ça change le regard qu'on a sur soi, ça change son rapport à soi-même. Parce que du coup, on n'est pas à se dire, bon, allez, je me fais un programme, je vais faire la posture de l'arbre, la chandelle, machin. On est, ah ben, mon corps ce matin, comment il est? Ah ben oui, là, je sens que ça coince un peu, j'ai une petite douleur au tendon d'Achille. Bon, et ben du coup, ben, je vais m'étirer sur le support à pied, je vais travailler l'épaule avec une balle de tennis, je vais faire des choses comme ça. Et on va prendre vraiment soin de soi, mais d'une manière positive. Et essayer de mettre son corps, de l'écouter et de faire ce qu'il faut pour lui. Et puis après, un jour, on fait des asanas et on a la bonne surprise d'aller plus loin dedans. Oui, et ça, c'est chouette. C'est le cadeau, ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est le cadeau. On sent vraiment l'aboutissement postural et même de toutes les émotions qui sortent. Et je trouve que quand moi j'ai fini le stage, je vous ai dit, ah là, je vais faire un truc de jeûne avec vous. Je trouve que l'état de jeûne, moi j'en fais souvent parce que ça m'aide justement pour les maladies. Et puis je prends quasiment pas de traitement. Et je trouve qu'en fait, votre pratique, on retrouve justement la justesse de la sensation. Et quand on est en état de jeûne, qu'on n'a pas mangé sa blinde de chocolat ou je sais pas quoi, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Il faut être là. Et de pratiquer comme vous abordez les choses, où on est finalement on ne fuit pas la posture. Parce que souvent, quand on enchaîne 15 postures en une heure, on est en train de fuir un petit peu la posture et justement comment elle peut nous traverser. Et je trouve que tout ce travail préparatoire que vous avez, par exemple, pour emmener vers la posture de la fente, il y a tout ce travail-là qui fait qu'à un moment, on ne peut pas fuir. On est déjà dans un état méditatif, comme tu disais, en action, mais on est là, en fait. Et on n'a pas le choix. Et je trouve que faire ça dans un état, justement, où on est dans un jeûne hydrique, l'accueil, on peut plus fuir, en fait, ce qui se passe. On est là, on est obligé d'être là, quoi. Oui, quand on est en jeûne hydrique, il y a une perception beaucoup plus fine encore de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et donc, là, on peut vraiment ressentir. Et du coup, il n'y a quasiment plus besoin de s'asseoir en méditation. Parce que chaque mouvement, chaque pratique, demande une présence, ce qu'on appelle la pleine présence. Hein. C'est dans chaque mouvement, dans chaque posture que l'on tient. Et si on la tient, ce n'est pas les muscles, c'est autre chose qui se passe. Hein. Et là, du coup, on est complètement réceptif à tout ce qui circule dans le corps. On n'est pas en train de se raconter qu'on a une bouffée d'énergie qui est en train de nous traverser. On est très, très doué en Occident. Iyengar, il disait ça. De toute façon, vous autres occidentaux, vous vous asseyez 5 minutes, vous pensez que vous avez une montée de Kundalini, quoi. Bon, ça, c'est dans le. Il est raide un peu par rapport à ça. Dans quel livre? C'est lequel? Comment? Étincelle de divinité. Ouais, puis il y en a un autre aussi où l'arbre du yoga. L'arbre du yoga. Étincelle de divinité, il dit ça. Dans l'arbre du yoga, il dit vous autres occidentaux, à peine vous arrêtez 5 minutes, vous croyez que vous avez atteint le samadhi, tout ça. Non, simplement, ça s'est un peu calmé dans votre tête. Vous avez arrêté de vous agiter un tout petit peu. Voilà. Oh là là, excellent. Il nous cassait quand même, en fait. Hein, je savais pas, c'est fou ça. Il nous cassait quand même. Ouais, il était lucide aussi, hein, apparemment. Oui. D'accord. Oui, avec une grande difficulté à comprendre de sa part toutes nos difficultés d'étirement. Il a mis très très longtemps à comprendre qu'on n'était pas sur la
Ah, j'ai justement une citation que j'allais partager avec ceux qui nous suivent et vous. Vous me direz si vous allez vous reconnaître qui c'est. Mais bon, tu es rentré déjà dedans, Serge, donc ça va aller. Un chien, un rayon de soleil, un paysan, tout à fait illettré, peuvent être de très grands maîtres, alors qu'un grand professeur de philosophie peut vous laisser vous faire passer à côté de la vraie sagesse, du vrai sens de la vie. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, non. Par contre, c'est parfait. Hein, la citation, elle est superbe. Mais comme ça, je... Ça pourrait être du Noël Pérez, ça pourrait être du... C'est Noël Pérez. Ah, Noël Pérez, oui. C'est Noël Pérez et c'est très en lien avec ce que tu disais que BKS, il comprenait pas pourquoi on n'y arrivait pas. Et c'est Noël Pérez, en fait, qui dit justement que un maître peut nous faire passer à côté d'un philosophe connu de la sagesse, de la vraie sagesse de la vie, en fait. Oui. Parce que voilà, il n'a pas tous ces clés. Mais dans certains de ses livres, Noël Pérez, elle se met en photo. Par exemple, elle est en pince en pachymotane et Iyengar fait la posture du pan sur son dos. Mais c'est une aberration. S'il avait compris qu'elle n'avait pas la capacité de faire cette posture, il n'aurait jamais fait ça. Parce qu'il lui a massacré le dos. Et elle l'a écrit plus tard. Elle l'a écrit pour ça. Elle l'a écrit plus tard aussi, hein, oui. Dans ses livres. Moi, j'en lis en ce moment qu'elle a écrit en 2014, un truc comme ça. Elle écrit qu'elle souffrait le martyre, mais qu'elle n'osait pas toujours le dire. Wow. Ouais. Ah là là, ouais, c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Mais ces livres sont, enfin, j'attends toujours là parce qu'il y avait plus, tu sais, j'ai lu certains chez vous et il n'y en avait plus en fait. L'association s'est dissout. Mais elle me disait qu'elle allait m'envoyer une partie, mais j'ai hâte de les lire, quoi, parce que waouh, enfin, elle aussi impressionnante, quoi. Même son livre que j'ai pas, il me restait quelques pages. Tu seras un homme mon fils. Un homme mon fils, ouais. Quoi. Enfin, elle elle a révolutionné le monde du yoga. Et je trouve qu'on parle pas trop d'elle, tu vois. On en parle de moins en moins. De moins en moins, elle est en train d'être oubliée. Oui, c'est pour ça qu'Anaïs écrit dessus. Moi, je viens de finir de lire sa thèse, 2500 pages. En fait. Tu as lu les 1500 pages? Les 2500 pages, je les ai lues, oui. Je viens de les terminer. C'est très, très intéressant. Je suis en train j'ai extrait pour l'instant une centaine de pages qui me semblent absolument indispensables parce que c'est une thèse de doctorat d'ethnologie aussi, hein. Donc on n'a pas forcément besoin de rentrer quand on fait du yoga dans les détails de comment on porte sur la tête, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est avec un oui, il n'y a pas besoin etc. de tout, hein. On n'a pas besoin de tout ça. Mais j'en ai extrait une centaine de pages pour l'instant qu'il faut que je mette en ordre. Et je pense que c'est quelque chose qui vraiment... On pourra diffuser, oui. Ouais. On redira avec Anaïs aussi, parce que c'est notre... Parce qu'elle est bonne. Ah ouais, non, elle est balèze. Elle a fait un article sur Noël Pérez aussi. Hein. Une grande dame du yoga peut le télécharger aussi sur notre site. Ah bah je partagerai aussi un peu partout là parce que faut que je rassemble tous les trucs que je dois partager. Il y en a tellement, mais c'est prévu. C'est prévu. Je vais voir s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a 7, donc je vais les partager. Si vous en avez d'autres, vous les poser. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Alors, il y a une personne qui dit. Vous les voyez quand je les mets les questions, ça? Oui, l'intelligence du corps par l'observation et l'analyse. L'intelligence du corps produite par... Ah, c'est quelqu'un qui te connaît, ça. L'intelligence du corps produite par l'observation et l'analyse. Ah, Yoganat, oui. Bonjour, Nathalie. Oui. Ça, c'est une citation de Serge, en fait. Oui. D'accord. Professeur de yoga à La Roche-sur-Yon. Attendez que je sois mort pour faire des citations. Excellent. Alors, du coup, ça, c'est bon. Après, hop, je retourne. Qu'est-ce que vraiment l'ostéo-articulaire? Ah, bah, c'est encore Nathalie. Qu'est-ce que vraiment l'ostéo-articulaire? Bien, l'ostéo-articulaire. Bon, tel que je l'entends moi, c'est comprendre le fonctionnement des articulations. Par exemple, quand vous avez quand vous avez des douleurs cervico-dorsales, voilà, avec une tendinite à l'épaule. Moi, je donne souvent cet exemple que le bassin est un plateau sur lequel est posé un verre à pied. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale.
de la colonne vertébrale, et que dans le verre à pied, il y a un liquide. Le liquide, c'est vos épaules et vos cervicales. Et si vous avez mal aux épaules et aux cervicales, vous n'allez pas essayer de redresser le niveau du liquide dans le verre. Vous allez d'abord vous essayer de remettre le bassin, le plateau qui porte le verre d'aplomb. Vous allez vous occuper des fondations, des pieds. C'est pour ça que nos stages s'appellent des pieds à la tête. On s'occupe d'abord des pieds. Excellent. Dites-moi si vous aimez vos pieds. Dites-moi si vous aimez vos pieds. Qui aime ses pieds? Il n'y en a pas beaucoup qui aiment leurs pieds parce que souvent les pieds sont tellement déformés et puis en plus ils nous font souffrir. Donc voilà. Et il y a une grande différence entre les pieds des Occidentaux enfermés dans des chaussures et les pieds des Indiens qui marchent nu-pieds. Voilà. Donc l'ostéo-articulaire, c'est remettre en position les articulations et les faire jouer correctement dans leur axe. C'est les atteindre aussi et c'est les prendre en considération. Parce que souvent dans le yoga, on s'intéresse plutôt aux muscles. Hein. Peut-on, à tout âge, rectifier le corps physiologique? J'ai un exemple d'une vieille dame qui pratiquait la méditation. Qui est dans le groupe de yoga avancé. Elle est dans le groupe. Qui pratiquait la méditation assise sur une chaise à plus de 80 ans. 85 ans. Voilà. Et qui a beaucoup pratiqué certains exercices de déblocage articulaire des hanches et qui maintenant tient 1 heure en assise pour faire du pranayama. En siddhasana. Elle tient 1 heure assise et elle dit c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même perception quand on est assis par terre qu'assis sur une chaise. Ne vous condamnez pas à pratiquer assis sur une chaise la méditation, mais travaillez vos hanches si vous voulez pouvoir. Moi, avec les soucis que j'ai de bassin, avec la fracture du bassin que j'ai réussi, à force de travailler mes hanches, à faire la posture du lotus et à la tenir pendant 1 heure. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est possible sans se bousiller les genoux si on travaille juste. L'ostéo-articulaire va être de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire travailler une articulation, alors que la plupart du temps, on compense de partout. Ah, Jeanne! Je trouve ça trop drôle. Jeanne, c'est notre masseuse ayurvédique. On adore ces massages. D'ailleurs, il va falloir qu'on prenne rendez-vous en septembre. Est-ce que tu es revenu? Est-ce que tu es toujours en vacances, Jeanne? On t'attend, on veut se faire masser. Voilà. Alors, il y a une question qui parle des varices. Alors, voilà. Que faire pour les varices et le manque de fer depuis plus de 30 ans? Alors déjà, quel âge vous avez? Ça, c'est les micro-varices. Il y a plein de... Voilà, les varices, c'est éveiller la tonicité réflexe des jambes pour gainer les jambes, pour que les muscles soient bien proches des os. Et ça a un effet, effectivement, sur les varices, ça va améliorer le retour veineux. Après, c'est tout un ensemble. Il y a l'hygiène de vie, l'alimentation... Après, le manque de fer, ça, moi, je ne peux pas dire comme ça. C'est une question médicale, ça. Il y a plein de choses. Même de répondre à ça, Nina, en fait. Hein. Il y a plein de choses derrière le manque de fer. Il faut déjà voir comment vous vous alimentez et l'absorption. Il y a des prises de sang à faire. Donc il y a les règles aussi, hein, si les règles sont abondantes, des choses comme ça. Si elle dit depuis plus de 30 ans, elle doit avoir 60 ans, non, je pense. Parce que si elle dit depuis plus de 30 ans, elle n'a pas eu ses varices à 15 ans. Non, Enfin, voilà, ça c'est un peu plus costaud. Enfin, voilà, ça c'est. Mais concernant les varices, il y a quand même des personnes qui ont des bas de contention et qui sont pourtant à leur taille et qui perdent leur bas de contention. Tout simplement parce que la marche telle qu'on la pratique en Occident, c'est une succession de chutes. Et quand on chute sur le pied avant, c'est comme si on tassait en permanence les chaussettes et tombent. Quand on marche, les chaussettes elles tombent. C'est comme si on tassait et qu'on empêchait tout retour veineux et tout drainage. Donc il y a un travail extrêmement exigeant. Nous avons tous des jambes qui ne sont plus vivantes. Bon, après, il y a varices et varices. Il y a problème de retour veineux, veine incontinente,
varices. Et puis, il y a des varices importantes où là, il y a des risques de phlébite, tout ça. Donc là, pareil. Tout à fait. Et puis avec des problèmes aussi génétiques. Hein, donc ça, voilà. Oui. Après, il faut un avis médical aussi, passer éventuellement Doppler, des choses pour savoir exactement où on en est de ce côté-là. Ah là, elle est trop balèze, vous êtes trop balèze. Alors, après, je crois que la question s'est coupée. Ah non, c'est bon. Bonsoir. Il y a aussi des douleurs physiques qui deviennent mentales jusqu'à la dépression. Ah oui, bien ça sûr. c'est clair. Bien sûr. D'ailleurs, oui. Au bout d'un moment, c'est un problème. C'est plus où est-ce qu'on a mal, c'est le problème psychique, bien sûr. Oui. Mais en même temps, suivant la manière, moi, il y a certaines positions quand je me laisse aller, certaines positions où immédiatement je sens un état dépressif. Ah aussi, oui, c'est vrai. C'est immédiat. Et c'est immédiat. Et à ce moment-là, j'ai une respiration de survie. Quand je vois mes compatriotes dans le bus, dans le métro, dans les parcs, assis sur les bancs, je pense que en dépression. Plus de 90% ont une respiration de survie parce qu'ils se tiennent de telle manière qu'ils ne peuvent pas respirer. Et donc, voilà, c'est ça. En cours individuel, j'ai rencontré une fois une personne qui était qualifiée de spasmophile. La spasmophilie, donc des spasmes respiratoires. Et j'ai eu l'extrême surprise de voir que pour moi, le seul moment où elle respirait correctement, c'était pendant ses spasmes. En dehors de ces spasmes, elle était en respiration de survie. Autrement dit, la spasmophilie pourrait être, je le dis avec beaucoup de précaution, pourrait être une réaction de survie du corps pour nous faire enfin respirer de temps en temps correctement. Mais oui, mais en plus ce que tu dis là est vrai, hein, ce que tu es en train de, enfin, on rigole avec Catherine, mais c'est vrai. En fait, il y a des états de crise comme ça. Oui. Qui font vraiment qu'en fait on se sauve la vie, on respire. Et moi, j'avais lu, mais j'ai plus l'article qui parlait justement de la spasmophilie. Ça a changé de nom après. Hein. Après, maintenant, on dit tout dedans. Mais en fait, que les gens, ils se mettaient dans cette hyperventilation et qu'ils avaient une meilleure respiration et donc moins de migraines. Et c'était une étude qui avait comparé des personnes spasmophiles et migraines. Donc, c'est vrai. Mais c'est rigolo. Oui. Alors, je regarde. Ah, merci vous trois, c'est très intéressant. Trop de gens. Il y a aussi quelque chose qui est important de dire quand dans nos stages et constamment dans nos cours. On ne va pas passer 10 heures par jour sur nos tapis de yoga. Donc, il faut absolument amener cette présence et cette conscience du corps dans la vie quotidienne. Et il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien. Quand on lit, quand on regarde la télé, quand on attend le bus, quand on est à la caisse du supermarché, il y a plein de positions qui vont être des postures de yoga discrètes. Voilà. Donc il y a plein de choses qui, en termes religieux, ça s'appelle prier sans cesse. C'est-à-dire on est constamment en présence quand on marche. On n'est pas en train de penser à ces listes de courses, on est en train de penser à la manière dont on marche, à ceux qui bougent, ceux qui travaillent, à comment le corps réagit, à quelle est la respiration, quelle est la présence, qu'est-ce que je regarde, est-ce que je suis distrait, plein de choses comme ça, qui sont à mettre en œuvre parce qu'on ne va pas passer sa vie sur son tapis. Je regarde, alors, tac, oula. Bon, en fait, on a quand même plein de questions. Alors, il y a là, je regarde ce que ça. Bon. Ah, bah, c'est Ayurveda. Alors, je crois qu'elle vous répondait. Attends. Ah, bah oui, chaque instant. Bah oui, bien sûr, chaque instant, c'était une présence, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tout à fait. Trop magique. On a vu les photos de ses vacances. C'est sûr que c'était dans des endroits propices aussi. La mer et tout, c'était magnifique. Ouais. Alors, on a une question. Oui, là. chaque posture se prépare. Quel est votre conseil pour une personne qui souhaite quoi? Ah, ça va se couper, donc je vais charger, ça se coupe dans 30 secondes. Je charge et je vous reviens, d'accord? Comme ça, la vidéo sera en replay. Donc, je reviens tout de suite. On attend. On ne bouge pas. Bougez pas. On arrive à tenir en posture de Siddhartha, on arrive à tenir